Muy bien, estamos aquí con el profesor Jordi D. Huberman, Mucho uno de gusto. los filósofos e historiadores del arte más importantes de nuestro tiempo. Bienvenido a la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor. Es Sí. un placer tenerlo aquí. Placer también para mí. Y además tener la oportunidad de platicar con usted de algunos temas muy actuales, muy importantes para México, Ujú. en el ámbito de su especialidad, porque usted publicó un libro el año pasado Ujú. dedicado a la migración, Ujú. en coautoría con una poeta griega, donde reflexionaba sobre los migrantes, pero también sobre las imágenes Sí, de estos migrantes. sí, Como sabe, en nuestro país, la frontera con los Estados Unidos implica que tenemos ese fenómeno de la migración constantemente. sí, lo sé. Y ahora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propone la construcción de un muro para evitar la migración. Pero ¿no será, profesor, me gustaría preguntarle, que este muro intenta evitar la migración de las personas, pero tal vez también la migración de las imágenes de las personas? Disculpe de hablar en francés. No, hein. no, por favor. Donald Trump ne va jamais rien empêcher. Il a beaucoup de pouvoir, mais ce pouvoir n'est rien en face de la puissance de mouvement des gens, des êtres humains, comme des images. Donc, de toute façon, la migration ne va jamais cesser, jamais. On a compris dans la science anthropologique que s'il y a aujourd'hui un Homo sapiens, c'est parce qu'il a été d'abord un Homo migrans. Quelqu'un qui resterait toujours au même endroit deviendrait complètement idiot, de toute façon. Alors, je n'ai pas écrit un livre sur la migration et je dois dire modestement que je ne suis pas spécialiste de cette question. Simplement, c'est vrai que, d'une part, la théorie des images qui m'intéresse et que j'ai essayé de prolonger à partir de Aby Warburg, c'est l'idée que les images sont des opérateurs de migration. Les images sont faites pour migrer. Une image, par excellence, c'est le genre d'image que Warburg aimait beaucoup, mais aussi Walter Benjamin, c'est les timbres-poste. Claro. Donc vous prenez un timbre-poste, c'est Claro, une que va petite viajando. image, hein, vous collez sur l'enveloppe, et alors l'image va vous aider à transmettre une parole d'un côté à l'autre de la frontière. Warburg avait montré que même l'art de la Renaissance, florentine ou toscane, qui est tellement fier de lui-même, il ne serait pas possible sans tout un jeu de migration, etc. Claro. Maintenant, il y a une situation actuelle dont vous parlez, et au fond, là aussi, je vais répéter le mot modestie. J'ai simplement fait un commentaire d'un poème que je trouve très très beau, de Niki Giannari, qui n'est pas un auteur reconnu, même en Grèce, qui est aussi une activiste dans ce qu'on appelle à Thessalonique un dispensaire social et médical, où on soigne gratuitement les gens qui n'ont plus aucun droit, les gitans, les migrants, les gens qui n'ont plus la sécurité sociale, etc. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans une ambiance anarcho-autonome, hein, vous voyez ça, et qui est d'une humanité extraordinaire. Donc moi, très souvent, j'écris des choses par admiration pour un objet. Pero ¿no cree, profesor, que a veces, aunque la imagen sea esta posibilidad humana de traspasar los tiempos, las fronteras, Sí, claro. con frecuencia los poderes intentan detener a la imagen? Lo pienso porque usted escribió este libro maravilloso, Image Malgré Tout, Sí. donde
nos propone la idea de que, aunque no podemos hacer imágenes de lo terrible, podemos construir imágenes de desgarradura, una idea battagliana. Pero ¿no será que Trump y Hitler, quizá los dos, intentaban crear un muro a la imagen? ¿Sería el mismo gesto el de Hitler y el de Trump en ese sentido? Oui, mais aussi bien Trump que Hitler, Hitler qui avait donc un discours esthétique, hein, précis, il a fait un discours en 1937 dans l'ambiance de cette fameuse exposition sur l'art dégénéré. Mais bon, on va très longtemps se souvenir de Hitler, ça c'est sûr. Mais on va se souvenir plus longtemps encore de Paul Klee. Vous voyez? De Paul Klee. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, Paul Klee est notre trésor. Hitler est notre contre-trésor. Hein. Voilà. Mais je pense que la migration des images, elle est plus forte que tout. Elle est forte. Elle est plus forte que les êtres humains eux-mêmes. Vous avez fait référence à ce livre sur les images de Auschwitz. Ce qui est exemplaire dans ce cas, c'est que la personne qui a fait les images savait très bien qu'elle allait mourir. Claro. Elle a fait quand même les images, de façon à ce que les images, en quelque sorte, migrent, Claro. voyagent, parviennent jusqu'à nous depuis un endroit qui était complètement fermé. Et donc la migration dans l'espace va de pair et coexistante avec une migration dans le temps, ce que Warburg appelait la survivance. Donc l'image a survécu à celui qui a fait l'image. Claro. Celui qui a fait l'image savait qu'il ne survivrait pas, mais ce qui comptait, c'était la puissance de son désir de témoignage, parce qu'en fait, il s'agissait, dans ce cas-là, non pas d'une œuvre d'art ou de ce que vous voudrez, hein, mais il s'agissait d'un témoignage. Et je pense que ce qui m'intéresse fondamentalement, finalement, c'est la puissance des images, c'est-à-dire la faculté qu'ont les images de la potentia, hein, c'est pas le poder. Moi, j'oppose complètement poder et potentia, la puissance, potentia, et poder, le pouvoir. Les images d'Auschwitz n'ont aucun pouvoir, c'est rien du tout, mais elles ont une très grande puissance. Et ça a à voir avec le désir que cet homme avait, ou que ce groupe même, c'est une chose collective, avait de transmettre à l'extérieur de ce camp complètement fermé une connaissance. Pero hay un autor que trabaja en México, pero creo que es francés, Serge Krusinski, sí, claro, que habla de una guerra de las imágenes. Digamos, la conquista de América consistió en una guerra de las imágenes. ¿Puede existir el concepto de guerra de las imágenes? Digamos, los poderosos oponen imagen contra imagen. Oui, bien. Y si fuera ese el caso, ¿cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Las dos imágenes son potentes, las dos imágenes resisten, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión? Oui, je vous remercie de la référence à Serge Gruzinski, c'est quelqu'un que je connais bien. Et on a autrefois pas mal parlé justement de Aby Warburg, et il cite Warburg. Alors, le très grand défaut souvent des philosophes devant l'image, c'est de se demander qu'est-ce que c'est. Ils se disent quel est l'être de l'image, qu'est-ce que c'est la substance de l'image, comme si on pouvait faire une ontologie de l'image, ce qui, selon moi, est impossible. Tout simplement parce qu'une image, c'est toujours référé à autre chose. La plupart du temps, pas toujours, hein, mais la plupart du temps, si je vous fais une photo, c'est une image de vous. Donc l'image, c'est pas une chose en soi, c'est une chose relative à quelque chose d'autre. L'image, c'est une fonction liée à l'altérité. Maintenant, il y a 1000 façons d'altérité, et il y a le pire et le meilleur.
C'est-à-dire, mais je vous dirais, c'est exactement comme le langage. Est-ce que vous pouvez dire s'il y a une guerre du langage? Il y a une guerre des images, il y a une guerre du langage. Sí, 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 Bien sí. sûr, par exemple, on parle de Trump, là, je ne sais pas pourquoi on parle de Trump, mais bon, allez, on parle de Trump, mais c'est évident qu'il a un usage du langage qui est effrayant, mais c'est un usage du langage, il faut tenir compte que c'est un phénomène de langage. Donc c'est langage contre langage, vérité contre mensonge, poésie contre mot d'ordre, Porzellan contre Goebbels, vous voyez? Ya, ajá, sí, sí. Bon, eh bien, les images, c'est pareil. Donc, les images, ce qui est très important quand on les étudie, c'est pas de dire ce qu'elles sont en général, c'est de dire qu'est-ce que c'est cette image en particulier, quelle est sa valeur d'usage, et du coup, quelle est sa dimension éthique, et du coup, quelle est sa place dans une réflexion politique. Ya. No podemos hacer entonces una ontología a partir de la reflexión sobre la imagen. Pero recuerdo que usted, hablando de Víctor Hugo, por ejemplo, mencionaba en lugar de una ontología, una morfología. Víctor Hugo sería un autor que encontraría formas en todas partes y en general quienes trabajan la imagen, no solo la imagen pintada, digamos, sino la imagen literaria, encuentran formas. Bien sûr. Una morfología sería una alternativa a una ontología. Donc l'ontologie se pose la question qu'est-ce que c'est Ajá. En général, de façon absolue. La morphologie se pose la question comment c'est en particulier dans ce cas-ci. Par exemple, vous citez Victor Hugo, l'exposition qui est l'occasion de ma venue ici à Mexico, c'est que cette exposition, elle est liée au fait que dans mes lectures de Victor Hugo, Victor Hugo c'est très fondamental pour un Français. J'étais frappé par la relation, par exemple dans Les Misérables, son livre le plus célèbre, entre le souci historique et politique. Il décrit une manifestation et il la décrit en fait comme une tempête. Cierto. D'un côté, c'est une décision lyrique, typiquement romantique. Le peuple de Paris, c'est la tempête qui se soulève. Parfait. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas. Par exemple, Jacques Rancière, il n'aime pas beaucoup. Parce que Jacques Rancière, avec qui j'aime beaucoup discuter, il s'intéresse plus au courant réaliste. Jacques Rancière, c'est Flaubert, si vous voulez. Et il trouve que ces métaphores, ces images de Victor Hugo, le soulèvement, la tempête, tout ça, c'est un peu trop lyrique, quoi, comme ça. Mais moi, je réponds avec le mot que vous avez prononcé. Je réponds avec le mot morphologie. Parce que ce qui est remarquable dans l'image lyrique de Victor Hugo, c'est que morphologiquement, elle est pertinente. En effet, de façon morphologique, si on étudie, et on sait très bien que la science actuelle des formes, la morphogenèse, la mathématique des formes, René Thom, toutes ces choses-là ont comme source la morphologie de Goethe. Et Goethe et Victor Hugo, c'est très proche d'une certaine façon. Ce sont deux lyriques qui observent le monde avec les yeux de la morphologie. Surtout Goethe, d'ailleurs. Goethe encore plus que Victor Hugo. Mais donc, si vous voulez, je ne fais aucune séparation entre l'image lyrique du soulèvement, de la manifestation comme une tempête, et l'analyse morphologique du fait que dans une rue de Paris, la foule, elle a des mouvements qui ont tout à fait à voir avec, je dirais, la dynamique des fluides. Voilà. Sí, y tienen que ver también, creo yo, con los sueños. Usted también tiene un libro que está por ahí, en español, muy importante,
sobre ¿Cuál? este amigo suyo, Ah, sí, psicoanalista, Pierre Fédida. Pierre Fédida. Sí. Y en ese libro se plantea una tesis interesante, muy importante, acerca de si las imágenes son también oníricas. Las imágenes están también en los sueños. Podemos reconocer como imagen una fotografía o incluso un texto de Víctor Hugo, pero también una imagen en los sueños. ¿Existen las imágenes oníricas? Sí. Pareciera difícil de sostener, pues. Alors, d'abord, je suis très heureux et très reconnaissant à Melina Belcázar Moreno qui a choisi et traduit ce texte. Je ne m'attendais pas à ce qu'on traduise ce texte parce que, en fait, c'est une réflexion, bien sûr, mais au départ, c'est une sorte d'éloge funèbre sur un ami mort et sur qui était un très grand psychanalyste, qui était aussi bien proche de Lacan que du contraire, c'est-à-dire de la phénoménologie. Notamment Pierre Fédida a été l'assistant, quand il était jeune, de Ludwig Binswanger, qui lui-même est l'homme qui a soigné Warburg. Et voilà, bon, bref, c'est tout un contexte comme ça. Et Pierre Fédida, c'était un très grand psychanalyste, très difficile à lire. Quelquefois, il y a des illuminations dans son... Voilà. Et j'ai beaucoup parlé avec lui pendant des années. Et on était... Escribieron varias obras juntos, ¿no? Oui, on a écrit notamment, on a publié le livre de Charcot sur les démoniaques dans l'art. Il a fait la préface, moi j'ai fait la postface. On n'a jamais écrit une chose vraiment ensemble, mais on a beaucoup travaillé ensemble. Et alors, vous me posez la question des images de rêve. Alors voilà, un philosophe qui voudrait faire une ontologie de l'image. Alors, il voudrait définir le domaine de l'image, où est l'image. Et notamment dans l'ambiance structuraliste où j'ai été formé, on n'employait jamais le mot image, jamais. Parce que c'était un mot trop vague. En français comme en espagnol, bien sûr, image, ça peut vouloir dire cette photo qui est imprimée sur la couverture d'un livre, ça c'est une image. Le souvenir que j'ai de quelqu'un que j'aime bien en ce moment-là, vous ne la voyez pas, mais c'est une image. Les images de rêve, ou bien si j'écris un texte et que je dis une manifestation, c'est comme une tempête, eh bien c'est aussi une image littéraire. Oui. Donc il y a cette sorte... Alors, pour un philosophe, je dirais, sérieux, c'est une ambiguïté, il faut l'éliminer. Alors, pour un philosophe migratoire comme moi, au contraire, c'est une richesse. Il ne faut pas tout confondre, mais ce qui est très intéressant, c'est que déjà, comme vous voyez, la migration, elle est à l'œuvre. C'est-à-dire que quand moi, je vous parle de telle image aujourd'hui devant vous à l'état de veille, il est fort possible que certaines images de la nuit dernière influencent ce que je suis en train de vous dire. Oui. Donc, on est en plein dans la première question que vous m'avez posée, à savoir, les images sont en constante migration. En constante migration, incluso entre la literatura, la filosofía, la pintura, los sueños. Las imágenes son, digamos, quizá la clave para este sueño académico de la interdisciplina, del conocimiento integrado, holístico. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Je dirais même qu'il y a une époque dans l'histoire intellectuelle, en tout cas en Europe, où la réflexion sur l'image était en quelque sorte à la pointe des sciences humaines, à la pointe des réflexions. Alors là, je parle des années 1920-1930, où premièrement, l'histoire de l'art, c'était la discipline la plus en pointe, comme plus tard ça a été la linguistique. Hein? Alois Riegel, Aby Warburg, Wölfflin, tout le monde se référait à eux, même dans d'autres
Et deuxièmement, il y a eu ces penseurs qui sont très chers pour moi, très importants, notamment donc Aby Warburg et surtout Walter Benjamin, pour qui l'image était en quelque sorte la cristallisation, le centre même d'une réflexion sur l'histoire et la politique, comme si l'image était au centre de l'histoire, au même titre que l'histoire est toujours au centre d'une image. Il faut faire de l'histoire avec les images. Donc ça, c'est en effet, quand on travaille sur les images, on est obligé de pratiquer l'interdisciplinarité. C'est pour ça que il y a l'histoire de l'art qui essaye d'être autonome comme discipline, mais les images, ça migre beaucoup plus loin, donc il faut tenter ça avec tous les outils possibles, l'histoire, l'anthropologie, la psychanalyse, la philosophie, tout ce que vous voudrez. C'est difficile, ¿eh? C'est difficile. Me imagino. Oui. Y también supongo que es paradójico. Recuerdo ahora que mencionaba el estructuralismo en el prefacio a leer El Capital, el Livre Capital de Althusser. Sí. Althusser comienza denunciando una cierta forma de lectura que es una forma de lectura religiosa. Sí. Dice Althusser, se trata en esa perspectiva de ver el mundo como un libro abierto. Sí. Y leer es encontrar lo que dice Dios, la divinidad, en todas las cosas. No se corre un riesgo así con la imagen. Es más, quizá un riesgo que las mismas religiones ya habían previsto, con los interdictos frente a la imagen. ¿Cómo le hacemos para no caer en esa postura religiosa que dice Althusser? Encontrar imágenes en todas partes es encontrar algo así como la divinidad, el mensaje Oui. Profundo de lo real. C'est une très belle question. Merci. Oui, c'est une très belle question parce qu'au fond, à chaque fois qu'on met dans sa réflexion, qu'on met au centre un mot, il peut très, très vite devenir un mot magique, une sorte d'incantation. Alors, il y a des problèmes, paf, je prends le mot image et ça va régler tous les... Ça, c'est catastrophique, évidemment. Donc, là où, enfin, pour essayer de répondre à votre question, je pense qu'il n'y a pas de réflexion sur l'histoire, par exemple, sans réflexion sur l'image, mais il n'y a pas de réflexion sur l'image sans une réflexion critique sur l'image. La grande chose fondamentale, hein, c'est d'avoir une connaissance critique de l'image. Mais c'est comme, une fois encore, c'est comme le langage. L'image, bon, Platon dit qu'elle ment au moins 2 fois l'image. L'image, c'est 2 fois une illusion. Et ça, on retrouve ça dans des réflexions contemporaines, malheureusement, parce que c'est, à mon avis, là encore, c'est une ontologisation de l'image, comme pour dire, voilà, l'image c'est le mensonge et le langage, ça sera la vérité, par exemple. C'est ce qui se retrouve dans certains débats autour du lacanisme, de Lacan, sur l'imaginaire et le symbolique, par exemple. Or, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il faut voir comment, là où l'image défaille, là où l'image produit un effet de vérité, etc. Donc ça signifie une connaissance critique de l'image. Adorno, c'est-à-dire la fameuse théorie critique hein, de l'école de Francfort, que j'admire beaucoup, en dépit des... voilà, je préfère Benjamin, évidemment, mais Adorno, c'est admirable. Il a fondé une théorie critique, mais une certaine facilité, entre guillemets, de son travail a consisté souvent à exclure l'image de la possibilité critique, qui est évidemment dans le langage. Or, ce que je soutiens, c'est que l'image elle-même peut avoir une capacité critique à l'égard du monde, à l'égard de l'histoire, à l'égard du langage. Une image peut critiquer le langage et à l'égard d'elle-même. Et il y a quelqu'un qui l'a dit déjà à sa façon, mais parfaitement clairement, exactement à la même époque que Kant, c'est Goya. Parce que Goya a écrit des petits articles pour parler de ses œuvres.
Et il dit très bien, moi, mon travail, c'est un travail critique. Ya. C'est magnifique. Et c'est vrai en plus. Pero, ya que mencionaba Adorno, ¿hasta dónde llegan las imágenes? Podría haber, por ejemplo, imágenes musicales. Usted ha tratado un poco, en el libro de Pierre Fédida menciona un poco esa posibilidad. También en el lenguaje usual hablamos de imágenes musicales, como hablamos de poemas musicales, Oui. de motivos musicales y con frecuencia se utilizan como imágenes. ¿Podría Alors, llegar hasta ahí? J'ai jamais employé cette expression image musicale, bien que, Ah, bon. évidemment, chez Debussy ou chez Stravinsky, c'est plein d'images, c'est clair que c'est plein d'images, mais, ou chez Schumann, enfin bon, bref. Ujú. Mais j'ai tendance, alors je ne suis pas spécialiste de musique, j'aime beaucoup la musique. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait fond, comme un fond de toutes ces questions, c'est la question du rythme. Parce que, en particulier en France, proche de Pierre Fédida et en même temps très proche de Deleuze, Ujú. il y avait un philosophe qui s'appelait Henri Maldinet, dont j'ai été l'élève, qui Ajá. ne doit pas être bien traduit en espagnol, il est aussi très difficile à lire. Et Maldinet avait développé une esthétique du rythme. Alors le rythme, c'est fondamental, hein. Le Oui, oui. rythme, je crois que c'est quelque chose qui reste à penser. C'est très très important. cette Está, question. está muy interesante, me recuerda al final de la República en Platón, Si, el mito de si, Eh, si. es también un mito sobre el ritmo, ¿no? Deleuze recuerda cómo se van seleccionando los pretendientes, pero también es cierto que los pretendientes van llegando de manera secuencial, rítmica. Hay algo ahí en el fondo del pensamiento que es este ritmo. Tal vez ese sea Tout à fait. la fuente de la imagen. Usted también ha hablado de esta fuente. ¿Cuál es la fuente de la imagen? ¿De dónde surge? Je ne sais pas s'il faut employer le mot source. Peut-être, oui, source. Una fuente. Ok, réfléchissons sur ce mot. Vous savez, quand il y a un fleuve, il y a une source, Ajá. fuente. Mais si vous regardez précisément, il y a 1000 sources. Un fleuve n'a pas une source. Cierto. Hein? Sí, 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 cierto. Une forêt n'a pas une racine. Les racines, c'est comme ça. Les sources, c'est comme ça. Ujú. Donc il y a 1000 sources. La source, elle est, premièrement, comme son nom l'indique, elle est fluide et dynamique. Ujú. La source, ce n'est pas un point. La source, c'est un mouvement. Deuxièmement, elle est multiple. Ujú. Donc, les images ont des sources, bien sûr, mais elles ont des sources multiples Ok. et dynamiques. Elles ont des sources historiques, psychiques, du désir, de l'angoisse, Ujú. la mort, l'urgence politique, tout. Il y a beaucoup, beaucoup de sources à une image. Ujú. Maintenant, puisque vous parliez de Deleuze, on a évoqué Deleuze, Fédida, vous voyez, je voudrais peut-être insister, puisqu'on est au Mexique, sur le fait que dans le dialogue qui a eu lieu notamment entre Deleuze et Fédida, Deleuze a écrit un très beau texte sur le livre de Fédida qui s'appelait L'absence. Vous trouvez ce texte de Deleuze dans le recueil de ses articles. Eh bien, tout le monde sait que Deleuze critiquait la psychanalyse. Ujú. Sí, Eh bien, il fait un texte d'éloge d'un livre de psychanalyse. claro. Ce n'est pas une contradiction, c'est simplement une nuance. Ça veut dire Matiz. que les divisions trop strictes Ujú. sont en général catastrophiques. Je pense que l'activité philosophique, ce n'est pas une activité pour dire la vérité des choses en général. Bon, ça s'appelle l'ontologie, mais ce n'est pas toute la philosophie. Et je préfère une philosophie qui soit précise, sur un objet précis et éventuellement minuscule. Par exemple, le poème de Niki Giannari, Ajá.
c'est un petit objet. C'est pas toute la poésie, c'est pas tout le problème de la migration, Ujú. bien que j'admire dans ce poème qu'elle y soit au centre. Elle a travaillé dans ce camp de migrants physiquement très longtemps. Donc, elle n'est pas éloignée de ça. Donc, si vous voulez, je pense que ça aussi, c'est très proche de Walter Benjamin. Une petite chose qu'on analyse bien, ça peut être le cristal de toute une situation. Et là encore, c'est de la morphologie. On revient à Goethe avec la notion de Goethe qui s'appelait Urphénomène, le phénomène originaire, où si vous choisissez bien votre objet, il va être comme le cristal de toute une situation. Voilà. Claro. Voilà. Pero entonces, en su gran proyecto, El Ojo de la Historia, ya lleva usted 6 tomos, me parece. 6 tomos, sí. Entonces, ese gran proyecto es quizá un desfile de singularidades, un estudio de entidades únicas e irrepetibles. Voilà. Sí. Il y a en France des réflexions générales sur par exemple, François Hartog, l'évidence de l'histoire. Quand on dit évidence, on entend videre, voir. Hein. Donc, c'est une chose un peu générale comme ça. Moi, je ne procède pas du tout de cette façon, parce que ça me semble impossible d'édicter des généralités sur ce sujet. Alors, en effet, j'ai pris des cas qui s'enchaînent, qui posent des problèmes multiples et différents, mais qui posent tous le problème de la relation entre l'image et l'histoire. Voilà. Ok. Y en estas imágenes y en esta historia, parece que siempre hay quien está en el foco y quien está fuera de foco. Me encanta su enfoque sobre el foco, el centro, el centro de la toma, digamos, con la cámara. Oui. Y lo que está alrededor, el fondo de la imagen. Usted tiene también un libro maravilloso, Pueblos en lágrimas y pueblos en armas, se diría en español. El pueblo siempre está en el fondo de la imagen. Para poder verlo, dice usted, en algún momento hay que salirse fuera de foco y ver lo que no está bien enfocado. Pero es la única posibilidad. No puede haber una imagen de los pueblos que hagan los pueblos mismos, por ejemplo. Sí. Donde ellos estén en el centro del foco o la posición de centro está vedada para la resistencia. C'est tout l'enjeu. Hein? C'est l'enjeu, en fait, d'une pratique du regard. Quand vous regardez la mer, par exemple, donc vous pouvez soit regarder les vagues, la forme de la mer, mais vous pouvez changer votre point de vue, même une sorte de registre du regard, et puis vous regardez par exemple seulement les reflets de la lumière. Et vous verrez tout autre chose. Ou bien, en musique, vous écoutez une sonate de Bach pour la flûte, bon, vous écoutez la structure musicale, mais vous pouvez écouter aussi comment le flûtiste reprend sa respiration. C'est-à-dire vous pouvez écouter les moments où il fait parce que c'est très difficile à jouer. Alors, ça, c'est des modes de regard où il faut faire varier le regard de façon à ce qu'il ait une valeur heuristique, une valeur de connaissance. Dans le cas que vous posez, qui est très très intéressant, forme-fond. Moi, j'ai commencé mon travail d'historien de l'art par une critique qui m'a été beaucoup reprochée de Panofsky. Donc, mais je l'aime beaucoup, hein, c'est un très très grand historien de l'art. Et simplement, par exemple, sur un exemple très précis, qui était par exemple son analyse de l'allégorie de la prudence, non, l'allégorie des 3 âges de la vie, où on voit 3 visages, avec 3 visages d'animaux dessous, du Tiziano. Il analyse très très bien. Mais moi j'avais dit, il regarde que la figure, il n'a rien dit du fond. Le fond pour lui c'est neutre,
Et au fond, il regarde ce tableau comme si c'était une photographie dans laquelle le fond noir serait neutre. Quand on connaît Titien, on sait que même quand il peint juste du noir, c'est toute une histoire. C'est très beau, c'est comme... voilà. Voilà. Donc, je proposais qu'on ne regarde pas que la figure, mais qu'on regarde aussi le fond. Et quand j'ai travaillé sur la peinture de la Renaissance, j'ai travaillé sur des zones qu'on considère toujours comme des zones de fond ou de décor. C'était les marbres, les faux marbres, les choses comme ça. Eh bien, en politique, il faut faire exactement la même chose. Il faut, donc, ou en histoire politique. Mais ça, c'est ce que dit Benjamin. Benjamin dit exactement ça. Il dit, il y a une histoire, en fait, des vainqueurs. Donc, il y aura une histoire de Napoléon, une histoire de je ne sais plus qui, Churchill ou qui vous voudrez. Et puis, il y a l'histoire des, ce qu'il appelle en allemand, les Namenlosen, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de nom, les sans-noms. Et il dit, c'est eux le fond de l'histoire, mais c'est eux les vrais acteurs de l'histoire. Et c'est pour eux qu'on prend la parole, si on veut être cohérent. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et alors, par exemple, si on étudie qu'est-ce que fait un cinéaste avec ce qu'on appelle les figurants. Je ne sais pas comment on dit en espagnol, les gens qui n'ont rien à dire, qui sont au fond, etc. Devant, il y a... je ne sais pas, Brad Pitt, voilà. Puis derrière, il y a toute un prolétariat de Hollywood qui n'a rien à dire. Qui, vous voyez, alors il m'a semblé, dans le cadre du cinéma, que la façon dont un cinéaste traite ses figurants montre tout de sa politique. Voilà. Toda su idée. Voilà. Et celui qui est nul, par exemple, c'est Spielberg. Et celui qui est génial, c'est Pasolini. Dans Pasolini, on a envie de connaître chaque personne qu'il filme, même quand il filme une foule. Me recuerda la crítica que le hace Edward Said a Albert Camus, porque en El extranjero o en La peste siempre ocurre que los muertos, los que tienen el drama existencial, son los europeos. Se mata a un árabe en la playa y nadie sabe quién es el árabe, ni qué le pasó, ni nada por el estilo. Y Said considera que Camus, además de ser un gran escritor, que lo es, también tiene este lado, ¿cómo le llamaremos? Colonial, terrible, ¿no? Pero no podría interpretarse al revés, quizá, que Camus precisamente no quiere tener figurantes. No lo sé, se me ocurre tal vez a partir de lo que está diciendo. C'est une question très compliquée, hein, parce que c'est très difficile de reprocher à un auteur comme Camus de faire partie d'un monde, c'est-à-dire colonial, que justement il travaillait à ouvrir, à quitter. Hein. C'est comme quand on reproche à Freud de ne pas être assez féministe. C'est complètement stupide parce que Freud est quelqu'un qui essayait justement de sortir. Alors on reproche à celui qui nous a aidés à arriver jusqu'à là où on est, on lui reproche de ne pas être déjà là où on est. C'est un peu injuste, je trouve. Je trouve que c'est un peu injuste. Mais en effet, d'un point de vue politique, et ça va dans tous les sens, il est extrêmement important d'essayer d'imaginer la position de l'autre et pas seulement de se mettre soi-même au centre de l'histoire. Ça, c'est clair, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Voilà. Parce que si, par exemple, moi, en tant qu'Européen, je me mets à parler des indigènes mexicains, alors de deux choses l'une. Soit on va me dire bravo, tu essayes d'aller vers eux, soit on va me dire mais quand même t'exagères, tu as encore, tu les considères comme des objets. Enfin, tu vois, c'est très très difficile ça. Sí, c'est très difficile. Podríamos quizá finalizar esta conversación tratando ese tema. ¿Cuál es la ética de los intelectuales ante la imagen? Recuerdo el final del libro de Régis Debray, Vie et mort de l'image, donde Debray propone que haya áreas sin imagen. Dice, debería haber áreas, espacios de la vida, de la sociedad sin imagen. Que, así como
uno puede luchar porque haya ámbitos de la economía que no están regulados por el mercado, digamos, como la salud, qué sé yo, la educación. Quizá hubiera ámbitos de la vida sin imagen, porque la imagen está abarcando toda nuestra existencia. Estamos en medio de una especie de iconoesfera que nos abruma. ¿Qué opina de esa postura de Debré? Je trouve ça complètement idéaliste et naïf, complètement naïf. C'est comme si on disait, je refais le parallèle avec le langage. Vous avez quand même bien compris que quand on ouvre la radio, que quand on lit une affiche, que quand on écoute les responsables politiques ou quand on voit le discours publicitaire, on est bien d'accord que le langage nous étouffe de mensonges. D'accord ? Sí, oui. Pareil pour les images. Nous sommes étouffés d'images et il y a tellement d'images que justement, on ne peut plus rien regarder. Ok, ça je suis d'accord. Là où je trouve naïf, c'est de dire pour les images qu'on pourrait s'en passer. Imaginez une zone sans image. Est-ce qu'il veut imaginer une zone sans langage, Régis Debray ? Évidemment non, c'est impossible. On ne peut pas, on n'est pas un être humain sans langage. C'est clair. Sí, sí, On n'est claro. pas un être humain sans image, parce que tout ça va ensemble. Donc la question n'est pas, c'est ça c'était aussi un des points fondamentaux de ma polémique avec Claude Lanzmann sur les images d'Auschwitz. Si. C'est de dire que ce n'est pas parce qu'on a un usage immonde, falsificateur des images partout autour de nous, qu'on va laisser les images qui font partie de notre anthropologie. On va les laisser aux ennemis. Je ne veux pas laisser, moi, certains mots de ma langue, je ne veux pas les abandonner à mon ennemi. Si le mot concept, par exemple, ça c'est un exemple de Deleuze, maintenant c'est un mot du marketing. Est-ce que je vais, moi, philosophe, arrêter d'employer le mot concept ? Mais pas du tout. Je vais défendre le mot concept. Et ben, les images, c'est pareil. Je vais défendre Goya contre, je ne sais pas, tel usage publicitaire ou tel... je vais défendre Goya contre Jeff Koons. Voilà. Yeah. Me recuerda, hay un problema muy parecido en filosofía respecto al nazismo de Heidegger, porque si el que fue quizá el mejor filósofo del siglo XX era nazi, entonces ¿para qué queremos la filosofía? Recuerdo la respuesta de Alain Badiou en su manifiesto por la filosofía, donde dice que es demasiado concederle a los nazis que de un golpe hayan acabado con media humanidad y además con la filosofía. Pero es real, hay un problema real en el compromiso político de Heidegger. Igual que hay un problema real en el uso de las imágenes. ¿Cómo nos defendemos de esos usos, además de, no sé, reivindicar nuestras propias imágenes, nuestras propias perspectivas? ¿Cómo podemos luchar, resistir ante esto? Oui, je vous dirais que je ne participe pas à cette polémique personnellement. D'abord parce que je n'ai pas... la connaissance de Heidegger mérite un très 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 gros travail. Et deuxièmement, je trouve souvent la polémique mal posée. On va revenir à votre première question, hein, puisqu'on est en train de terminer notre entretien. On va revenir à la question de la migration. Il faut, Heidegger, par exemple, il a écrit ce texte qui s'appelle L'origine de l'œuvre d'art, qui est un texte, je vais dire très simplement, crucial, très important. Moi, il a fait partie de ma formation. L'origine de l'œuvre d'art, d'accord. Vous savez qu'il y a déjà eu une polémique entre Heidegger et Meyer Shapiro sur Derrida lo recuerda. Voilà, sur la question des chaussures
de Van Gogh. Et c'est pas un hasard, hein. Les chaussures, c'est fait pour migrer, hein, aussi. C'est fait pour... Voilà. Derrida a fait un texte magnifique sur cette polémique, mais on sent que Derrida, il est très très gentil, trop gentil avec Heidegger. Moi, j'étais un peu gêné avec toute cette histoire jusqu'au moment où, tout simplement, j'ai lu ce que proposait, à la même époque que Heidegger, ce que proposait Benjamin. Eh bien, Benjamin, c'est non seulement une réponse politique, claire, bien sûr, Benjamin est du côté de ceux que... Voilà, mais c'est une réponse philosophique. Et la réponse philosophique, parce que Heidegger est fascinant, mais la fascination, c'est très dangereux. Et un des points très simples, je vais le dire très simplement, et puis on va revenir à notre thème de départ, et à la situation des migrants, et à Niki Giannari, c'est que, pour Heidegger, une œuvre d'art est fondée, une œuvre d'art est fondée dans le sol. Un temple grec, il est fondé dans le sol. Il est fondé dans une autochtonie. D'accord ? L'origine, elle est au fond de là où le propriétaire du terrain se situe. Le grec est là, il fait son temple, et en dessous, il y a le fondement. Dans cette vision, qui est très clairement dite par Heidegger ici ou là, il n'y aura donc pas d'art tzigane et il n'y aura pas d'art juif. Ça, c'est clair. Car des gens qui n'ont pas de fondement, d'enracinement, ne peuvent pas, selon lui, faire un art. Bon, ça, c'est tout simplement terrifiant. Et c'est là qu'on comprend très bien qu'il pouvait être nazi. Et maintenant, c'est à nous. Alors, Benjamin a proposé une alternative à cette notion d'origine. Benjamin a eu... En 1928, il était très jeune, c'était exactement la même année pratiquement que Heidegger. Il propose un concept alternatif de l'origine qui est un concept en mouvement. Eh bien voilà, la question, c'est pas de se dire, bon, Heidegger, nazi, etc. C'est de voir dans la philosophie même quels sont les outils que l'on choisit. Alors moi, je choisis bien sûr l'outil Benjamin. Podemos regresar al principio. Sí. Y volviendo a esta cuestión de Trump, el muro que quiere construir, a mí me parece que sí, que intenta construir un muro, no del paso de las personas, porque los trabajadores mexicanos son necesarios para la economía estadounidense y el mercado los va a requerir siempre y siempre van a estar ahí porque es una cuestión del capital necesario. Pero Trump quiere construir un muro que dé la imagen de que no hay migración. Me parece que es además muy sintomático que el presidente de los Estados Unidos quiera construir un muro porque existió lo que se conoció como el sueño americano. Y el sueño americano era la apertura a los grandes espacios. Claro. Era una inmensidad, era Walt Whitman caminando en medio de las grandes praderas. De pronto el sueño parece llegar a su fin. Los que estaban soñando quieren encerrarse. Quieren encerrarse. No es a eso lo que está pasando. De alguna manera Trump, quizá como Debré, quiere tener un mundo sin imágenes. ¿Cómo ve? Non, je pense que Trump, il imagine un monde où chacun aurait ses images. Vous avez les autres et nous, on a les nôtres. Ah. Oui, chacun. Trump n'existe pas sans son image, hein. Donc... es un mundo narcisista generalizado. Complètement, complètement. Maintenant, tout le monde a compris qu'il est complètement stupide, mais efficace, hein, mais stupide, dans le sens où, je pense que tout le monde sait très bien qu'un mur, ça ne sert à rien. Claro. Voilà. Donc, le mur de Berlin, il a servi à quelque chose jusqu'à ce qu'il ne serve à rien. Un mur, toujours, il échoue à ce qu'il veut. Toujours. Un mur, ça ne sert à rien. Et au fond, il y a un très beau livre, j'ai oublié l'auteur, c'est une américaine, c'est un livre magnifique, qui s'appelle Mur, Walls. C'est extraordinaire. Elle montre de façon très précise
comment la construction des murs, de façon stratégique, économique, migratoire, tout ce que vous voudrez, la construction d'un mur aboutit toujours à un échec de ce qu'on voulait avec le mur. Voilà, donc il y a deux sortes de gens. Il y a les gens qui font des murs en croyant qu'ils vont se protéger, c'est un fantasme. Et il y a des gens, alors ça c'est une expression française, je ne sais pas comment vous allez traduire en espagnol. En français on dit faire le mur. Faire le mur, ça veut dire se sauver, passer au-dessus du mur. Il y aura toujours des gens pour faire le mur. Pour revenir au poème de Niki Janari, elle dit qu'en fait, on les empêche de passer, mais qu'en fait, ils sont déjà passés. C'est extraordinaire de dire ça. Ils sont là, ils sont dans la réalité, ils sont bloqués. À l'époque où le film a été fait, avec elle et son amie Maria Curcuta, mais elle dit ils sont déjà passés. Pourquoi ils sont déjà passés? Parce que, premièrement, de toute façon, ils vont passer, c'est-à-dire, et heureusement, parce que, je veux dire, des gens qui ont un tel destin, par exemple en Syrie, il faut qu'ils passent, parce que c'est la moindre des choses. Voilà. Et puis, deuxièmement, ils sont déjà passés, ne serait-ce que parce que nous sommes en train d'en parler à 10 000 kilomètres. Vous voyez, on parle de ces gens, donc ils sont déjà passés, ils sont dans notre culture, ils sont déjà dans notre tête. Voilà. ¿Podemos decir que tenemos algo en común con ellos? ¿Existe una comunidad humana? ¿Todos somos migrantes? ¿O cómo podríamos pensar eso? Je ne sais pas, parce que là je vois que par exemple au Mexique, j'ai eu un très bon échange dans l'université, pas la vôtre, la Ibero-Americana. Je suis désolé, mais voilà, je suis allé grâce à Lisa Misrahi, qui est à la fois ici et là-bas. Et je suis allé, on a parlé de migration avec José Luis Barrios. Et je me suis aperçu que la situation ici était très différente. Et José Luis disait à un moment donné, un migrant ne peut pas être comme en Grèce, comme ça, dans un camp. Parce que s'il est dans un camp, il va être assassiné. Il ne peut pas s'arrêter. C'était ça qu'il disait. Un migrant au Mexique qui s'arrête, il va être assassiné. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Il faut qu'il bouge sans arrêt. Ce qui est une réflexion très troublante pour nous, Européens. Et donc, bien sûr, il y a une communauté humaine, d'une certaine façon. Mais d'une autre façon, certaines valeurs sont quelquefois à l'envers dans une situation et dans une autre. Il faut voir la spécificité de chaque situation. Voilà. ¿Y qué sigue para Joyce D. Huberman? ¿Cuáles son los planes intelectuales? Eh bien, là, je suis ici parce que je présente la 5e version de l'exposition sur les soulèvements. Et en fait, comme j'ai expliqué souvent, cette exposition est une sorte de work in progress. Et ce n'est pas du tout un résultat, c'est plutôt un processus. Et donc, il y a un processus de recherche et d'écriture qui prolonge tout ça. J'ai déjà écrit un long texte, mais ce long texte, en fait, c'est le début de quelque chose de bien plus long. Donc, ce qui suit, c'est de réfléchir encore pendant quelques années, j'espère, enfin, sur ces questions de possibilités de soulèvement et de désir, le désir de désobéir, l'imagination politique, qu'est-ce que c'est qu'imaginer dans le domaine de la politique, en quoi les images et l'imagination contribuent en fait à un mouvement d'émancipation. Voilà. Et des auteurs très importants dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent vont venir beaucoup m'occuper, par exemple Castoriadis, par exemple Ernst Bloch. Voilà, je suis dans ce mouvement perpétuel
Et puis, mais je n'ai pas de projet très très fixe. Hein. Ça avance tout seul, c'est fluide. Sería muy interesante que en estas siguientes etapas pudiera estar con nosotros aquí en México, porque México es un país muy especial. Por ejemplo, resistir a las leyes, emancipar, desobedecer las leyes. Es algo muy difícil en México porque en México las leyes no se cumplen. Entonces nuestros movimientos no pueden ser de desobediencia civil, porque cuando se desobedece civilmente es porque se está en contra de una ley específica que se considera injusta o ilegítima. Sí. Pero aquí nuestros movimientos son para que se cumpla la ley. Somos nosotros, los ciudadanos, los que exigimos que se cumpla la ley. Por ejemplo, en las elecciones, vamos a tener unas elecciones muy pronto, y nuestra principal demanda es que se cumpla la ley, porque quien no cumple la ley es el Estado. Estamos en una inversión realmente difícil. En France aussi, hein. Bah oui, en fait, par exemple, dans le cas européen des camps de réfugiés, il y a une façon, en fait, de ne pas, d'organiser tout pour que ne soit pas appliquée la loi que l'Europe elle-même a édictée. Claro. Bien sûr, la loi d'accueil des réfugiés politiques, par exemple. Donc ça, c'est un phénomène assez général du pouvoir et qui pose une question très... où les images aussi ont leur rôle, hein, parce que les images, vous savez, l'image au départ de la, je dirais, en Occident, en particulier chez les Romains, les Étrusques, les Romains, c'est un concept juridique. Il y a quelque chose lié au droit. Hein. Et le droit est tout à fait fondamental. C'est pour ça que le marché de l'art nous fait perdre cette idée que les images ont un rapport avec la dignité et avec l'éthique et avec le droit. Or, c'est ça qu'il faut remettre au centre. Et dans cette question, bien sûr, on a souvent, ce qui donne envie d'être anarchiste, hein, c'est cette confrontation entre les lois et le droit fondamental. Et je vous dirais, ça existe depuis la tragédie grecque. Qu'est-ce que c'est Antigone, hein? Antigone qui est le prototype du soulèvement. C'est une jeune fille, donc qui n'a, en tant que fille et en tant que jeune, elle n'est pas mariée, c'est une enfant. Elle n'a aucun droit dans cette cité. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, cette cité a édicté une loi selon laquelle l'un de mes deux frères ne doit pas être enterré correctement parce qu'il a trahi la cité. Moi, je pense qu'il y a une loi plus fondamentale qui est qu'une sœur doit enterrer son frère. Donc, je vais aller enterrer mon frère. Bon, donc elle situe un droit plus haut que la loi édictée par le pouvoir. Elle n'a aucun pouvoir, mais elle se situe plus haut que le pouvoir dans sa puissance de soulèvement. Ça, c'est une leçon. Voilà, ça, c'est Sophocle. Voilà. Tal vez con Sófocles deberíamos exigir en México que tenemos derecho a la imagen también. Oui, oui. Je pense que cette histoire d'Antigone, c'est une sorte de prototype, hein, de structure que l'on voit se reproduire à peu près partout et jusqu'à aujourd'hui. Perfecto. Voilà. Oui. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Es un placer para mí. Platicar con ustedes. Sí, sí. Muy amable. Oui. Gracias.